Délibération pour une subvention de 30 000 € qui en baisse par rapport à 2024 puisqu'ils avaient un excédent de 16 000 €. Donc nous avons baissé. Monsieur Débéla, vous n'avez pas eu besoin de la lettre. Je le savais. Oui. Madame le maire, chers collègues, je vais essayer de faire court. Vous connaissez notre opposition. Excusez-moi. Vous connaissez notre opposition à cette loi que nous respecterions, que nous respecterons quand nous serons aux affaires, et que nous voudrions changer. Mais dans le cas de Toulon, vous allez au-delà de la loi et c'est d'autant plus critiquable. Il ne s'agit pas d'une guerre contre le privé, mais du respect de l'équité républicaine. L'école républicaine, la seule, c'est celle qui accueille tout le monde sans faire payer. Le plus choquant, c'est quand on motive cette subvention qui n'est pas prévue par la loi, par une aide aux familles les plus démunies. Mais les familles les plus démunies ne sont pas dans ces écoles. Il se peut que des familles se saignent aux 80 pour inscrire leurs enfants dans le privé, mais nous avons un outil pour mesurer où vont les familles aisées et les plus démunies. Toulon en commun a déjà proposé de l'utiliser, sans réponse de votre part. Il s'agit de l'indice de position sociale. Vous pouvez vous informer sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Il mesure le niveau social moyen de l'établissement scolaire et, le plus important, son degré d'hétérogénéité, c'est-à-dire s'il y a mixité sociale ou pas. Or, que retrouvons-nous dans le tableau des IPS des établissements varois? Dans les 10 premières places, nous voyons exactement les écoles que vous allez subventionner. Vous allez subventionner de fait l'absence de mixité sociale au nom de l'aide aux plus démunis. Le minimum du minimum serait de conditionner toute subvention au respect de la mixité sociale auquel s'astreint, elle, l'école publique. Et c'est tout à son honneur. Madame le maire, cet argent ne serait-il pas mieux utilisé pour l'école publique et laïque? J'ai lu ce matin dans la presse locale qu'il y a une école de Toulon qui va participer au programme Erasmus. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer le programme Erasmus pour des écoles qui l'ont demandé, l'école du Jonquet par exemple, et qui ne l'ont pas obtenu faute de subvention. Par contre, on va subventionner l'association des écoles catholiques de Toulon. Voilà pourquoi nous nous opposerons à cette délibération. Monsieur Delubéla, vous savez très bien qu'en effet, qu'il y a des familles défavorisées, et vous êtes bien placé pour le savoir, qui mettent en effet leurs enfants dans les écoles privées. Après, pour le financement des écoles publiques, je ne crois pas qu'on puisse me faire défaut de ne pas financer les écoles publiques. Je le finance largement, et notamment tout ce qui est classe transplantée. Vous savez, je l'ai remonté de plus de 10%, voire 20%. Madame le maire, je voulais juste intervenir, je ne pensais pas prendre la parole, mais par rapport à M. Hubeda, alors évidemment ce sont des écoles, il faut se dire que les écoles privées, il parle des écoles privées sous contrat, mais il y a aussi des écoles privées hors contrat, qui n'ont pas de subvention. Et là, oui, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, mettre leurs enfants là, ils n'ont pas de subvention au niveau de la municipalité, évidemment. Mais là, il y a un danger. Et là, ça, vous ne le soulevez jamais. La municipalité ne finance pas les écoles hors contrat. Oui, justement, c'est ce que je dis. Non, pas du tout. Mais là, il y a quand même un danger parce que, justement, il n'y a pas de contrôle de l'État sur l'enseignement. Et ça relève pas de la municipalité. Monsieur Delubéla ? Oui, très brièvement, parce que... comprenons-nous bien là, il s'agit de choses constructives là tout de même. L'école qui va participer au programme Erasmus, c'est l'école du Mourillon. Alors absolument rien contre l'école du Mourillon et c'est un programme magnifique qu'ils font. Mais ce sont des parents qui peuvent payer 400 € pour ce programme. Et l'école du Jonquet, la municipalité leur a répondu que non, on ne pouvait pas financer ce programme-là. Donc vous voyez bien que vous êtes en deçà de ce qu'il faudrait faire. Monsieur Navarre. Je vous remercie, Madame le maire. C'est effectivement une délibération sur laquelle on a l'habitude, assez étrangement d'ailleurs, de ferrailler. Il y a beaucoup de familles démunies, et vous l'avez dit, je vous remercie d'ailleurs de l'avoir dit, parce que je crois que c'est important, qui se saignent en fait pour aussi
mettre leurs enfants dans des écoles privées sous contrat, pas par égoïsme, hein, mais par choix. C'est vrai aussi quand on voit ce que la gauche a fait de l'école publique bien souvent, je pense qu'on pourrait s'éviter certaines leçons de morale. Et d'ailleurs, y compris dans le quartier du Mourillon, il n'y a pas que des familles aisées qui peuvent mettre 400 €, il y a aussi des familles modestes qui habitent le quartier du Mourillon et qui vivent très modestement. Et je pense que le fait d'en parler comme ça, parce que le nom du quartier ferait plus clinquant, c'est mépriser quand même, a priori tout du moins, ceux qui, malgré tout, consentent à continuer à maintenir pour leurs enfants le mieux. Mais quand même, dans cette délibération, il y a un élément qu'il faut noter, c'est que cette association a consenti à diminuer sa demande de subvention pour cette année, compte tenu à la fois du contexte, des contextes budgétaires globalement, et du contexte pour la collectivité, et puis de sa situation qui n'était pas périlleuse, et donc a consenti cet acte de diminuer d'un tiers sa dotation. Et je pensais quand même si je connais les positions de la gauche la plus radicale et sectaire de cette assemblée, je pensais quand même que ça serait à minima salué, c'est-à-dire que quand certains font aussi des efforts, à minima, c'est aussi de le saluer. En tout cas, c'est nous ce que nous souhaitions noter. Nous voterons favorablement parce que nous avons toujours été favorables à cette petite dotation, mais dotation quand même, et saluons le geste. Quand on peut faire des économies, eh bien saluons le geste qui est fait, parce que eux ont peut-être un sentiment plus courant et plus commun de l'intérêt et du bien commun. Je vous remercie. Alors, monsieur de Hubeda, je vous rassure, en fait, les écoles ont été financées par l'Europe et la région, et pour être financées, il faut avoir une accréditation. Donc, je pense que le Jonquet n'a pas eu l'accréditation, sinon elle aurait été financée. Et l'accréditation, c'est pas la ville qui donne l'accréditation. En général, ça m'étonne que je ne finance pas ce genre de choses, parce que même pour aller aux Jeux paralympiques, j'ai financé les 2 écoles. Donc, franchement, il faut d'abord une accréditation et après on finance. C'est évidemment. Vous pensez bien que je les aurais d'autant plus, avec l'école du Jonquet, j'aurais d'autant plus financé. Qui est pour? Attendez, madame. On n'a pas fini. D'abord, il faut faire attention à ce qu'on dit au conseil municipal et éviter les qualificatifs blessants et injustes. On a vu ce que ça a pu donner au conseil métropolitain. Donc, je vous demande, madame le maire, de faire ce qui est nécessaire pour que ça reste dans la dignité. D'autre part, pour bien expliquer ce qui se passe, l'indice de position sociale marque bien le fait que pour les écoles privées de Toulon, il y a très peu de familles en besoin de financement. C'est ça l'indice de position sociale. Est-ce que, oui, une fois pour toutes, madame Roussel et d'autres personnes vont se mettre ça dans la tête, s'il vous plaît, madame le maire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin dans ces écoles-là, puisqu'il n'y a pas de mixité sociale. Encore une fois, vous financez l'absence de mixité sociale dans ces écoles. Et je vous remercie d'avoir confirmé que vous n'avez pas subventionné l'école du Mourillon, mais vous n'avez pas subventionné les autres écoles de Toulon. Et donc, voilà pourquoi, et les informations sont absolument certaines. Et voilà pourquoi nous voudrions qu'il y ait plus d'argent versé à l'école de la République, République que par ailleurs M. Navarran dénie, puisque au dernier conseil municipal, il a dit qu'il n'était pas du côté de la République. C'est dans le procès verbal. Donc, c'est dans le procès verbal. Et donc, cette école de la République, ici, c'est la gauche qui la défend. On va faire un effort. Hein, on va faire un effort de rester dans l'esprit de Noël. J'espère que M. Navarran, qui a fait la sortie hier en conseil métropolitain, va éviter aujourd'hui ce genre d'abus. Vous parlez de la sortie sur le budget, sur les ordures, sur quoi hier? Non, très bien, sur les plans d'exotique. Sur ma carte d'identité, je suis rassuré, il y a bien écrit République française. Monsieur de Hubeda m'a mis un doute, mais ça va, je suis quand même républicain et attaché à mon pays. Merci Monsieur de Hubeda de ce rappel. C'est dans le conseil municipal. C'est dans le procès verbal. C'est dans le procès verbal du précédent conseil municipal. Vous n'avez qu'à le lire. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui on retiendra la devise républicaine et surtout la fraternité. Ça serait de bon allant. Qui est pour? Contre. Si ça tient, la délibération est adoptée. La 302, c'est la signature des conventions relatives au fonctionnement des pôles d'appui à la scolarité du département. Pour
La délibération est adoptée. Vous en avez parlé l'autre fois, vous savez, c'est l'adoption du tarif préférentiel pour les repas des accompagnants d'élèves en situation de handicap sur le temps méridien. Vous savez, en effet qu'ils ont été repris par l'éducation nationale et qu'à ce titre, n'étant pas des agents municipaux, ils ne pouvaient pas bénéficier de la gratuité du repas. Donc ils devaient payer entre 3,29 et 4,25. Donc la délibération a pour objet de proposer un tarif préférentiel à 1 € par repas. Merci Madame le maire, chers collègues. Évidemment, nous voterons cette délibération et nous tenions à saluer cet effort de la municipalité sur la tarification proposée aux AESH. En revanche, une petite question qui relève plus d'un aspect réglementaire. Ce personnel évoque la possibilité de choisir, c'est-à-dire effectivement bénéficier de cette tarification à 1 € en déjeunant au restaurant scolaire, ou d'avoir la possibilité de ne pas le faire, mais de pouvoir, parce qu'elles doivent, je dis elles parce que majoritairement ce sont des femmes, parce qu'elles doivent effectivement rester sur place durant ce temps méridien pour s'occuper de ces enfants, et donc elles souhaiteraient certaines pouvoir amener leur propre repas. Est-ce qu'il est obligatoire, ce que je ne sais pas, de le faire figurer sur la délibération pour pouvoir autoriser cette possibilité, ou n'est-ce pas nécessaire de le passer au vote? C'était toute ma question. Dans la délibération, il n'est pas dit que ce repas est obligatoire. Non, c'est pour ça. Donc elles peuvent amener... Donc elles le puisqu'il est payant. Parfait. Merci. Monsieur... Oui, peut-être juste une précision, si vous permettez. En effet, ces personnes, si elles souhaitent amener leur propre repas, à ce moment-là, il leur sera demandé de ne pas manger dans le réfectoire au milieu des enfants, parce qu'on tient vraiment à ce que les adultes qui accompagnent le temps de repas aient exactement le même repas que les enfants, il n'y a pas de différence. Parce qu'un enfant va voir, tiens, l'adulte, lui, il va manger, je sais pas, un burger, quelque chose d'autre. Donc voilà, on essaye de faire attention à ça. C'est ce qu'on demande à nos agents, en tout cas. Elles peuvent manger avant ou après le temps de repas. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre l'ordre du jour avec le chapitre des finances et l'adoption du budget primitif. Le budget primitif 2025 vous est proposé dans la continuité de l'orientation budgétaire présentée au Conseil municipal du 22 novembre. Le gouvernement démissionnaire a présenté le 11 décembre dernier le projet de loi spéciale visant à autoriser la perception de l'impôt par l'État en 2025 et de reconduire jusqu'au vote d'une loi de finances les crédits 2024. Le texte contient 3 articles et le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales est implicitement intégré au texte par l'autorisation de lever l'impôt. Ce texte n'est en fait qu'une jointure avec la prochaine programmation de loi de finances et n'a pas l'ambition de régler tous les engagements de l'État prévus dans cette loi de finances 2025. Le premier article autorise la levée des impôts, y compris des impôts locaux, ce qui permet le reversement aux collectivités locales, mais ce versement se fera uniquement sur la base des crédits de paiement adoptés en 2024. À ce stade, les nouveaux crédits de dotation d'investissement, comme la dotation de soutien à l'investissement local ou ceux du fonds vert, ne sont pas inclus dans cette loi spéciale. Bercy indique que les collectivités retrouveront le versement des subventions d'investissement déjà attribuées, mais ne pourront pas en avoir de nouvelles. Sans PLFSS, les services de Bercy estiment que le déficit public sera au moins supérieur à celui de l'année 24, donc au-dessus de 6%. Il faut donc savoir raison garder et rester très prudent. Notre budget communal 2025 n'est donc pas modifié depuis la présentation des orientations budgétaires en novembre. Sont donc conservées les inscriptions de crédit pour le prélèvement au redressement des comptes publics, c'est-à-dire 6,7 millions, 4 millions, et notamment l'augmentation des 4 points de la CNRACL. Il sera toujours temps d'ajuster le budget primitif lors du budget supplémentaire. Comme indiqué lors de notre débat d'orientation, ces nouvelles contraintes financières et ce climat très incertain qui s'impose aux élus locaux nous renforcent encore davantage dans notre travail quotidien de maintien de nos équilibres financiers.
Ceci dans l'unique objectif de tenir le cap de la majorité municipale qu'on s'est toujours fixé depuis 2011, c'est-à-dire non-augmentation des taux d'imposition, maîtrise de l'endettement, maîtrise d'un juste équilibre entre l'autofinancement et le recours à l'emprunt pour financer nos investissements. Le budget qui vous est proposé est un budget volontariste et solidaire, sans baisse de crédit pour le tissu associatif. C'est à remarquer parce que bon nombre de collectivités baissent les subventions aux associations. Il est le reflet de notre priorité d'action que nous avons détaillée lors du débat d'orientation budgétaire. Vous ne vous étonnerez pas si je vous dis l'éducation, l'enfance et la jeunesse, la culture, avec la nouvelle médiathèque Marmata et la réhabilitation de la cathédrale de la Cède, le sport et ses valeurs, la poursuite du projet Renaissance du centre-ville et bien sûr la sécurité des plus qui demeure notre priorité. Robert Cavana va vous parler des finances et illustrer le budget primitif. Merci Madame le maire. Oui, comme l'a dit Madame le maire, effectivement, il n'y a pas de changement particulier par rapport au rapport d'orientation budgétaire qui vous a été présenté le mois dernier. Et par ailleurs, et même si ces prélèvements ont vocation à changer avec le PLF 2025, nous avons intégré les prélèvements que l'État compte faire sur les collectivités locales telles que c'était envisagé dans le cadre du PLF a fait l'objet de la motion de censure. Il faut effectivement rester prudent et ne pas rêver, quel que soit le Premier ministre et quel que soit le gouvernement, nous avons bien peur qu'on vienne taper dans nos poches. Alors, le budget 2025 porte sur un total de 314 millions, 227 millions en fonctionnement, 87 millions en fonction d'investissement. Si on rentre un peu plus, mais rapidement dans le détail, nos dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 206 millions, 135 millions pour les dépenses de personnel, puisque nous avons intégré les points supplémentaires pour la CRNSL, ainsi que la revalorisation du régime indemnitaire des agents, ce qui explique l'augmentation par rapport au BP 2024. Les subventions aux associations sont maintenues. Le budget d'ailleurs augmente même de 5,4%. Nous adapterons tout ça dans le cadre du budget supplémentaire. Nos recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 218 millions. Aucune augmentation des taux d'imposition comme cela a été indiqué. Notre produit fiscal est estimé à 125,8 millions et l'ensemble des recettes issues de la fiscalité représente un total de 141 millions. Nous attendons une dotation globale de fonctionnement à 43 millions et les produits de services sont portés à 17 millions. Donc l'ensemble de nos recettes réelles de fonctionnement de 218 millions couvre les 206 millions de dépenses réelles, ce qui nous permet d'avoir une épargne de fonctionnement de 12 millions, qui est forcément en diminution par rapport à l'année précédente. Cette épargne ajoutée à un emprunt prévisionnel de 43,4 millions nous permettra de poursuivre nos investissements. Ce programme d'investissement est porté à 62 millions et donc à l'identique du BP 2024. Madame le maire vous l'a dit, il y a un gros effort qui est fait en matière d'éducation, puisque ce sont 9 millions d'investissements qui sont prévus, 1,5 million pour la petite enfance, plus de 6 millions pour la politique sportive. Enfin, quelques chiffres. Nos dépenses réelles de fonctionnement montrent que nous dépensons moins que la moyenne des communes de la strate, 1130 € pour la ville contre 1360 € en moyenne. Nos frais financiers représentent une dépense annuelle de 5,4 € quand la moyenne des villes de la strate est de 26 €. Enfin, notre encours de dette est de 279, soit 3,7 fois moins que la moyenne de la strate. Et Toulon est toujours la deuxième ville la moins endettée des villes de la strate. Ce qui nous permet une capacité d'emprunt importante, puisque nos charges financières qui pèsent sur le fonctionnement sont faibles. Voilà pour ces quelques chiffres. Allez, monsieur Navarre. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Monsieur Cavana, comme vous venez de le rappeler, depuis le 4 décembre et la censure du gouvernement, finalement,
ce n'est pas la catastrophe qui nous était annoncée. Ce n'est pas d'ailleurs pour son projet de loi de finances que le gouvernement a été censuré, mais pour son projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le projet de loi de finances lui-même n'a même pas eu le temps d'arriver. Ça n'a pas été la catastrophe, et pour cause. La reconduction du budget est peut-être en soi une moins mauvaise nouvelle globalement, même si quelques ajustements pourraient intervenir. La majorité très relative à l'Assemblée nationale, composée d'ailleurs d'un attelage bizarroïde allant des LR aux macronistes, aux centres mous, qui a même obtenu maintenant le Premier ministre, mais cette majorité très relative, cette non-majorité d'ailleurs même très relative, a refusé les quelques adaptations qui pouvaient être votées. Mais finalement, pour notre collectivité, non, il n'y a pas particulièrement de mauvaises nouvelles. En fait, et si nous pouvons avoir des désaccords, qu'on égrène d'ailleurs à mesure de nos conseils municipaux sur tel ou tel choix qui peut être fait par la majorité, nous avons aussi des points d'accord. Nous votons favorablement, conseils municipaux après conseils municipaux, un certain nombre de délibérations qui vont dans le bon sens. Mais l'adoption du budget, c'est l'adoption de la politique globale. Donc le rôle d'un groupe d'opposition responsable est de s'opposer à ce budget, et avec notamment quelques raisons. D'abord, une raison globale. Finalement, dans ce budget, on reconduit à peine, à l'identique, quelques budgets de l'an passé. À peine, car il y a même certaines pertes. Le grand projet, votre grand projet, Madame Massy, c'est la végétalisation des cours d'école. Sur le budget de l'an passé, c'était 5 écoles. Sur le budget à venir, c'est 3 écoles. Ça veut dire quand même 2 de moins. On reconduit un peu moins. Mais, puisque tel est votre choix, notons tout de même cet effort de revégétaliser. Vous savez que pendant des années, nous avons déploré le fait de minéraliser. C'est un retour en arrière, un peu tardif, mais louable. Et puis, si le budget que vous nous présentez est un document imposant, il contient plus de bilan des actions passées, certaines louables, que des projets. C'est-à-dire, pour résumer, vous nous présentez tout ce que vous avez fait par le passé, c'est bien, et puis l'immobilisme qui semble vous atteindre, eh bien, fait que dans les projets à venir, on a, somme toute, beaucoup moins d'expression de la majorité municipale, qui est quand même aux rênes depuis 2001. Cela ressemble, je le disais, de plus en plus à de l'immobilisme, ou même, m'est venue une comparaison, un budget gauche. Alors, comme je sais que certains décryptent dans le moindre de mes propos un mot ou un autre, une association de mots ou une autre, je pense qu'il est important d'ailleurs que ces gens-là se réfèrent au dictionnaire et peut-être recourent à la hauteur de l'intelligence que le cerveau humain peut donner. Un budget gauche, c'est par définition un budget hésitant ou timide. Et puis, à un budget gauche, nous est même venue une idée. Est-ce que ne préfigure pas, avec cela, puisqu'il s'agit maintenant de votre dernier budget présenté pour un plein exercice, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un budget qui tendrait vers la gauche, qui pourrait préfigurer une entente, peut-être même une alliance? Il s'est vu aux élections législatives, une entente avec votre gauche, présente dans notre vie municipale. L'avenir le dira, nous y serons vigilants, nous continuerons, puisque votre budget, vous êtes majoritaire, sera adopté, nous continuerons à participer et à abonder lorsque les choses et vos décisions vont dans le bon sens, à critiquer quand selon nous elles devraient être améliorées ou radicalement changées, et donc globalement nous voterons contre votre budget. Je vous remercie. Alors je vais vous répondre sur 2 points. Vous avez dit 3 écoles. Or c'est 3 groupes scolaires. Et pour votre information, un groupe scolaire, c'est 2 écoles. Donc en fait ça en fait 6. Donc ça en fait plus que l'année. Après, je comprends que je vous perturbe. C'était 5 groupes scolaires, du coup ça fait moins parce que ça faisait 10. Non, c'est ça. Je vous perturbe, je le comprends. Je suis sans étiquette. Donc pour vous, je suis à gauche. Pour la gauche, je suis à droite. C'est compliqué, je veux bien vous l'accorder.
Voilà. En tout cas, une chose est sûre, je ne serai pas à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Voilà. Ça tombe bien, nous non plus. Ah. C'est nouveau. Bien, quelques éléments de réponse. On nous dit que ça n'a pas été la catastrophe. La décision est intervenue il y a 3 semaines. Nous ne faisons pas preuve d'un optimisme démesuré. Vous avez parlé d'un attelage bizarroïde. Pardonnez-moi, monsieur l'hôpital qui se fout de la charité. Vous avez dit, pour conclure, que nous tendions vers la gauche. Monsieur Hubeda ne sera certainement pas d'accord. Mais jusqu'à présent, c'est plutôt vous qui vous êtes rapproché de la gauche, puisque vous avez voté la France Insoumise, la censure. Enfin, budget d'immobilisme, projet à venir. Voilà. C'est le budget de l'année 2025. Et donc, dans le budget de l'année 2025, nous exécutons le programme sur lequel nous avons été élus pendant l'année 2025. Ce n'est pas le programme pour l'élection de 2026, c'est simplement l'exécution du programme pour lequel les Toulonnais nous ont élus. Voilà. Monsieur de Hubert? Oui. Merci, madame la maire. J'avais l'intention d'être très bref, mais je ne peux pas m'empêcher, excusez-moi, de sourire aux assertions de M. Cavana qui nous range dans le même camp que le Rassemblement national, contre toute logique et contre toute dignité, M. Cavana. Donc je vous prie de faire attention à ce que vous dites. Oui, nous sommes dans l'opposition au conseil municipal et c'est très clair. En revanche, au conseil départemental, la droite et l'extrême droite ont voté le même budget. C'est beaucoup moins. Donc, il faut faire attention, je répète, Monsieur Cavana, à ce que l'on dit. Nous avons développé notre point de vue lors du précédent conseil municipal et M. Cavana, dans son intervention, nous dit qu'effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être encore des suppressions de dotations par le gouvernement pour les budgets des collectivités territoriales et, à juste titre, semble-t-il, il se plaint que nous ayons été amputés, notre budget, de 6,7 millions par le gouvernement. Ce qui laisse présager que vous allez certainement adopter le vœu qui sera présenté au prochain conseil municipal sur ce sujet. Nous aurions sur ce budget beaucoup de points précis à développer, à questionner, mais l'essentiel, à nos yeux, c'est la philosophie du budget, c'est le sens concret de vos choix budgétaires pour la vie des Toulonnais et des Toulonnais, car il s'agit bien de choix. Le plus important à nos yeux, c'est d'une part le fait que les choix de votre majorité, alignés sur la vision de M. Falco, conduisent à une insuffisance chronique des investissements, et c'est très clair dans toutes les comparaisons. De la même manière que le budget du conseil départemental a été amputé, et que vous avez voté avec le RN, amputé de 51 millions par le gouvernement, fait subir aux Varois et aux salariés du département des baisses drastiques, votre budget accepte une baisse de plus de 6 millions pour la vie des Toulonnais, car c'est bien de ça qu'il s'agit, de la vie des Toulonnaises et des Toulonnais. Moins d'investissements, moins de budget, ce sont des réalisations en moins pour le logement, l'éducation, les transports, la lutte contre les pollutions, etc. Et puis, comment peut-on se féliciter de la baisse des emplois municipaux alors que le chômage augmente encore? Un budget en baisse, c'est aussi moins de ressources pour l'économie toulonnaise, en baisse relative, parce que jamais vous ne parlez de l'inflation. Les TPE, les PME, les commerces en souffriront, et donc les salariés également. D'autre part, comment s'étonner de vos choix, privilégiant systématiquement le privé, lorsque votre majorité a soutenu tous les gouvernements qui ont diminué les financements aux collectivités territoriales? La majorité municipale a en effet soutenu la politique macroniste qui consiste à prioriser la soi-disant offre. Cela consiste tout bonnement et in fine à favoriser les très riches pour qu'ils ne partent pas. Ainsi, votre soutien à la politique macroniste, l'application des dogmes ultralibéraux ne sont pas compensés
Madame le maire, par vos inflexions, nous voterons contre. Madame Brunel. Je te laisse. Merci, Madame le maire. Chers collègues, le budget primitif doit obligatoirement, depuis l'année dernière, comporter une annexe impact pour la transition écologique, qui comporte plusieurs axes, et c'est ce que nous trouvons en fin de document présenté par votre majorité à partir de la page 203. Mais l'intention, à travers cette contrainte qui est faite à toutes les municipalités de plus de 3500 habitants, est de penser un budget en fonction de la lutte contre le changement climatique, les pollutions, la prévention des risques, la biodiversité, la gestion de l'eau et le soutien à l'économie circulaire. Autant dire que les orientations municipales devraient être réfléchies en fonction de ces actes. L'impact et l'enjeu de la crise climatique sur les habitants sont tels, et je ne reviens pas sur le terrible événement de Mayotte qui nous le prouve douloureusement, qu'il s'agit de mettre au premier plan, en tête des préoccupations, cette question. C'est par exemple ce que fait la ville de Grenoble qui ouvre son budget primitif en ces termes. Les transitions qui s'annoncent nécessitent des investissements massifs, une réduction des inégalités, notamment pour les plus fragiles, les plus exposés aux risques. Ces transitions doivent être planifiées, organisées par la puissance publique. Le budget de Toulon, lui, s'ouvre sur la question de l'investissement et de l'endettement. Mais encore une fois, les choix en matière d'investissement et d'endettement sont des moyens pour agir et non des fins en soi. Il nous semble qu'il y a là un rendez-vous manqué majeur. La deuxième réflexion que nous inspire ce budget primitif est qu'il ne mobilise pas les budgets participatifs. Depuis 2020, nous insistons à chaque occasion pour plus de démocratie participative et d'engagement citoyen. Il faut donner l'occasion aux citoyens de se sentir actifs dans la société pour qu'ils aient envie, ensuite, de voter et de s'engager dans la vie publique. La défiance observée à l'égard du politique est aussi liée à la distance que l'on met entre le citoyen et la chose publique, et les budgets participatifs sont une manière de la diminuer. Les conseils de secteur pourraient tout à fait jouer ce rôle, comme à Créteil, où chacun dispose d'un budget participatif de 100 000 €. Alors, ce n'est pas votre culture, et vous avez même ri le mois dernier quand mon collègue Philippe Leroy proposait une consultation citoyenne sur une expérimentation de piétonisation du boulevard de Strasbourg une fois par mois. Vous avez ri, mais d'autres s'en sont saisis, et les Toulonnaises et les Toulonnais, eux, n'ont pas ri. Quand on les consulte, ils s'expriment, puisque la consultation lancée par un organe de presse local a recueilli une forte participation. À quand donc des consultations citoyennes et des budgets participatifs à Toulon? Ben, je vais vous surprendre, parce qu'en effet, des budgets participatifs, pourquoi pas? Après, pour le boulevard de Strasbourg, en effet, il y a eu consultation, je vous renvoie sur les avis. Majoritairement, ils sont contre. Non, 60% pour. Ben oui, bon, ça dépend comment bah, écoutez, non, ça dépend pas. Bien, monsieur Dubéda, chaque année vous nous dites qu'on n'investit pas assez. Écoutez, on investit plus qu'un certain nombre de communes de la strate, et comme je l'ai dit et répété, pour investir plus, il faut emprunter, pour emprunter plus, il faut augmenter les impôts. On ne peut pas augmenter les dépenses sans augmenter les recettes. Et pour augmenter les recettes, la seule dont nous disposons, c'est la taxe sur le foncier bâti. J'ajouterai qu'aux investissements que nous maintenons, alors que ce n'est pas le cas de toutes les collectivités, tant s'en faut, il faut ajouter aussi tous les investissements qui sont réalisés par TPM sur notre territoire. Alors vous ne siégez pas à TPM, donc pas forcément en fait ce qui s'y vote. Au dernier conseil métropolitain, TPM a voté a passé une délibération sur 6 autorisations de programme qui viennent s'ajouter à d'autres autorisations de programme qui concernent la ville de Toulon. Et sans trop rentrer dans le détail, ces autorisations de programme se montent à quelques 40 millions d'euros, qu'il faut ajouter les 30 millions d'euros pour l'opéra. Le conseil départemental et le conseil régional. Moi je veux bien continuer gaiement. Madame Brunel, ne nous parlez pas de Grenoble. C'est vrai que Grenoble investit plus que nous. C'est vrai que Grenoble est géré par quelqu'un de votre sensibilité. Je vous
donner un chiffre seul. La ponction fiscale qui dépend du seul conseil municipal, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire la TFPB, la taxe, etc. À Toulon, elle est de 550 € par habitant. C'est pas dur, 99 millions de taxes directes, divisé par 180 000, ça fait 750 €. À Grenoble, elle est de 1343 €. Vous proposez qu'on triple les impôts locaux? Non, non. C'est absolument pas le sens de mon propos. Hein. Je crois que vous ne m'avez pas entendu, hein, monsieur Cavana. Je vous parlais... Non, monsieur Cavana. Non, monsieur Cavana. Je vous parlais de la façon dont on oriente les axes des dépenses pour l'année. Et je ne vous demandais pas de parler de la nature et du montant de ces dépenses. Enfin, monsieur de Hubeda, vous me dites attention à ce que vous dites. Nous sommes quand même dans un pays sous la liberté d'expression. Donc je dis ce que j'ai envie de dire. La mienne aussi. Exactement. Et on le respecte. Et on le respecte. Même moi. On laisse même parler M. Navarre. Vous vous rendez compte? Éric. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Juste une petite intervention sur la transition écologique. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément visible, il faut qu'on fasse des efforts là-dessus. Dans tous les cas, permettez-moi de vous dire le nombre de choses que fait la ville de Toulon depuis quelques années, sous l'impulsion de M. Falco et de Madame le maire. Nous avons beaucoup travaillé sur tout ce qui est sobriété énergétique. La preuve, c'est que la ville est engagée dans des démarches qui s'appellent CUBE. Donc vous avez CUBE École, CUBE Ville. Oui, vous savez ce que c'est. Si vous renseignez, vous verrez Je sais on ne ce va que pas le faire ici, c'est. une explication, une disposition pour vous expliquer. Nous avons travaillé aussi sur la performance énergétique des bâtiments. Nous avons une première en termes d'installation de chauffage. Nous avons répondu à des appels à projets du CEREMA, un projet sur le territoire bas carbone de la ville lauréate. Nous avons aussi été lauréats de contribuant à l'appel à projet plus 4 degrés adaptation climatique sur le programme conduit par les collègues des services des espaces verts sur le parc des Lys. Nous avons engagé la ville en signant la COP régionale et nous allons contribuer à faire une contribution dans les 6 mois qui viennent pour engager des démarches complémentaires à celles que je vous évoque. Et donc aujourd'hui, j'ai du mal à entendre ce que vous dites. Alors peut-être que notre communication n'est pas forcément adaptée, mais en tous les cas, sachez que sur le terrain, on travaille ardemment avec tous les acteurs de la ville et tous ceux qui sont dans nos bâtiments pour améliorer la performance et la qualité des services que nous offrons à la fois dans les écoles et dans nos bâtiments. Chaque fois qu'une délibération en ce sens est proposée, d'ailleurs, nous la votons et nous reconnaissons bien ce travail. Je parle de priorité, je parle de mesure de l'enjeu et les petits pas ne suffisent plus, malheureusement. Comme je vous le disais, l'engagement qu'on a signé à la région nous engage. Donc cette fois-ci, nous allons travailler, on a 6 mois pour le faire, et donc Madame le maire est engagée sur le sujet, on va travailler tous ensemble pour construire une dynamique vers les 6 axes prioritaires fixés par la région, mieux s'alimenter, mieux consommer, etc. Et c'est un travail qu'on va conduire. D'autres interventions sur le budget? Monsieur Delbert. Oui, brièvement, je pense, M. Cavana, qu'il faut comparer ce qui est comparable. Quand on annonce des chiffres comme ça, il faut parler des bases aussi. Parce que ça change tout, y compris pour Grenoble. Et puis vous nous dites que la métropole investit. Oui, bien sûr. On est au conseil municipal, parce qu'il y a la métropole qui investit, mais il y a aussi le conseil départemental, le conseil régional, et même l'État pour investir si vous lui demandiez. Voyez-vous, mais on est en train de parler des investissements du conseil municipal. Et dans ce cas-là, je répète, ils sont insuffisants. Toutes les comparaisons le montrent. Et donc, vous êtes en deçà de ce qu'il est possible de faire. Et maintenant, il faudrait arrêter de se tourner vers le passé. Et un passé qui a été catastrophique, certes, mais qui ne suffit pas à expliquer le fait que maintenant, on n'investit pas suffisamment. Et les exemples, il y en a beaucoup d'investissements insuffisants. On a le tramway, le transport en commun en site propre, parce que tramway ou BHNS, c'est pareil, il n'y en a pas à Toulon. Et je répète, on est la seule métropole à ne pas en avoir. Et c'est un fait. Voilà, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres d'exemples. Esprit de Noël, monsieur de Hubeda, esprit de Noël. Oui, pas de problème. D'autres interventions?
Laurent. Merci Madame le maire. Parce que c'est l'esprit de Noël, je vais parler de jeux. Non, mais parce qu'on parle beaucoup d'investissement, et après Madame a dit la métropole, puis il y a le privé, parce que quand on parle aussi de la gaming house que vous soutenez autour du e-sport, où un privé va injecter 3 millions d'euros dans le centre-ville de Toulon, c'est grâce au travail qui a été réalisé jusqu'alors par Berfalco, par vous-même, et que c'est tous privés, c'est l'investissement que la ville n'est pas. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier aussi, parce que si on est attractif et s'il y a beaucoup de privés qui injectent beaucoup de millions, c'est parce que le travail n'a pas été si mal fait jusque-là. C'est vrai, vous avez raison. Depuis 2001, la ville n'a pas changé, on n'a pas investi. Si, mais vous avez vu. Vous avez raison. Néant. D'autres interventions? Qui est pour? Si on évitait la caricature. Ah, pardon. Laurent. Si on évitait la caricature. Je ne sais pas si on vit dans la même ville, parce que depuis 2001, en effet, ça a énormément bougé. Et dans le cadre du Jumla, on a le maire de Manem qui vient très souvent, tous les 2 ans, et qui descend, et qui se demande comment on fait au niveau des investissements. On fait la ville comme telle qu'elle bouge, il se modifie. Voilà. Et lui, il est conscient des problèmes de la ville, et il est neutre au moins. On parle des investissements au niveau de la ville de Toulon, parce qu'elle n'arrête pas de bouger cette ville. Ça, c'est un élément. Après, vous savez, M. Tébéa, vous nous dites qu'on n'embauche pas assez. Moi, j'ai un petit exemple en Haute-Garonne, pourtant c'est votre sensibilité. Ils envisagent de ne pas reconduire 500 agents. Nous, c'est vrai qu'on n'embauche pas, mais au moins on leur assure un emploi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous restons dans les finances avec, comme chaque année à cette période, la révision, voire la clôture d'autorisation de programme. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Il s'agit de prendre acte de la transmission du rapport annuel 2023 et du PS 2024 du crédit municipal de Toulon. Pour? Contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Nous restons dans les présentations avec celle des rapports du mandataire 2023 des représentants de la ville comme administrateur au sein de la SPL Méditerranée et de la SPL Toulon Métropole, événements et congrès. Madame Brunel. Alors, une petite question d'abord sur l'assemblage de ces deux délibérations, enfin de ces deux dossiers sur la même délibération, alors qu'elles sont quand même de nature très très différente. Et c'est sur la deuxième que je voudrais intervenir. La société donc publique locale Toulon Métropole Événements et Congrès a été créée donc en 2022 avec des missions de service public concernant le Palais des Congrès et le Zénith de Toulon depuis juillet 2022. Et puis depuis cette date, cette société, notamment la personne de son directeur, gère de plus en plus de lieux d'événements culturels municipaux ou métropolitains. Se sont ajoutés des événements tels que les concerts Toulon-Plage qui relèvent de TPM, le festival de jazz, la patinoire de Noël, le festival Son by Toulon ou des animations commerciales et estivales dans la ville. Nous assistons donc là progressivement à la constitution d'une superstructure qui, à travers quelques administrateurs et un directeur, oriente très fortement la politique culturelle toulonnaise, mais aussi capte une partie importante des sommes dévolues à l'action culturelle de notre ville. Nous concédons volontiers le fait que le Zénith de Toulon va mieux et qu'il y a une programmation plus riche et qui attire beaucoup de monde, et c'est une satisfaction que nous partageons avec vous. Mais la politique culturelle d'une ville ne peut se limiter à l'organisation de grands événements avec des têtes d'affiche internationales reconnues par tous et drainant souvent un public qui n'est pas local et qui apprécie ce type de culture. Or, il n'y a pas une, mais des cultures. Et la culture, ce ne sont pas que les grands concerts, mais aussi des pratiques culturelles des habitants et l'accompagnement des artistes du territoire. Nous posons donc deux questions qui reflètent deux inquiétudes. Tout d'abord, comment est conçue l'harmonisation entre les manifestations culturelles de cette société dont nous parlons et les autres lieux et événements culturels de la ville, théâtre, café-théâtre, festival, y compris métropolitain, de façon à ce que chacun trouve sa place et l'occasion de valoriser ses productions. En ces années post-Covid et en période de restrictions budgétaires, nous savons que la survie des structures culturelles est un vrai sujet,
La municipalité a un grand rôle à jouer pour soutenir tous les lieux culturels, d'autant qu'il propose de valoriser chacun des arts et des pratiques différentes. Donc de quelle manière veillez-vous à cette harmonisation pour éviter une forme de monopolisation de la culture à Toulon? Deuxièmement, comment soutenez-vous les autres dimensions de la culture et quelle part effective du budget toulonnais leur est dévolue par rapport à celui dévolu à la société dont nous parlons? Je parle des pratiques des habitants, jeunes et moins jeunes, qui sont essentielles pour favoriser l'émancipation, mais aussi l'ouverture au dialogue, à l'altérité et à la beauté. Elles sont aussi une façon d'ailleurs de prévenir la violence et les décrochages. Et je parle également des artistes locaux, qui eux réclament depuis des mois des lieux d'expression et de travail, une écoute de la municipalité, et qui font vivre au quotidien par leur travail la culture et les arts au plus près des habitants. Quelle réponse apportez-vous à leurs demandes? Je vous remercie. Bien. Alors pourquoi il y a les deux SPL dans la même délibération? Dans la mesure où il s'agit des mêmes structures juridiques, dans la mesure où nous sommes membres de ces deux SPL et dans la mesure où il s'agit simplement de la présentation de rapport annuel, voilà pourquoi ils sont loin. D'accord. C'est quand même deux sujets très différents. Ensuite, s'agissant de la SPL, Toulon, Métropole, événements et congrès, c'est le choix que nous avons fait avec PPM de créer une structure pour gérer aussi bien le Zénith que le Palais des Congrès. Oui. Et tout le reste? Maintenant, je vous rassure, cette structure n'a pas le monopole de la culture à Toulon. Ce serait notre collègue. Vous en parlez mieux que moi, mais enfin, il n'y aurait pas qu'il y a à côté le théâtre Liberté, qu'il y a à côté le musée, qu'il y a à côté les expositions qui n'ont rien à voir avec la SPL. Laquelle SPL, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne le connais pas suffisamment. Mais ce que je sais, c'est que cette SPL, elle travaille en bonne collaboration aussi bien avec l'Opéra qu'avec le Théâtre Liberté pour l'organisation de concerts ou de manifestations dont certaines se tiennent soit dans le Palais des Congrès, soit au Zénith. Ensuite, le budget de la culture, je vous laisserai montrer en parler mieux que moi. Madame Brunel, vous n'ignorez pas que je suis pour la culture dans les quartiers. D'ailleurs, il y a 15 jours, nous étions ensemble à Saint-Denis. Voilà. Et c'est pas la SPL. C'est bien le théâtre Liberté. Et c'est bien au plus près des habitants, puisque c'était la compagnie Massinga qui est restée 3 semaines dans le quartier de Saint-Denis, qui a monté le spectacle avec les habitants. C'est une convention qu'on a signée avec le théâtre Liberté qui est sur 2 ans, qui prévoit donc un à Saint-Denis et l'année prochaine sur les quartiers ouest de Toulon. Yann? Oui, je suis désolé, Madame Brunel, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous voulez dire, parce que vous avez mélangé un certain nombre de choses. En tant que adjoint à la culture, je voulais vous donner un petit peu ce que m'inspire votre intervention. La première chose, c'est que le Zénith, il existe depuis très longtemps à Toulon. Le Palais des Congrès, il existe depuis très longtemps à Toulon. Le fait d'avoir réuni principalement ces deux structures dans une seule qui fonctionne correctement, beaucoup plus correctement que la structure ancienne, est plutôt quelque chose dont on devrait se féliciter. Deuxième chose, c'est que ces établissements font un peu de culture, mais pas que, loin de là. Le Palais Neptune est un lieu qui permet tout un ensemble d'activités qui ne sont pas forcément centrées sur la culture. Des congrès, des congrès d'entrepreneurs, des rassemblements d'associations, pas forcément culturels, des animations, voilà. Enfin, la partie Zénith a un petit peu d'activités que j'appellerais culturelles et surtout beaucoup d'événementiels. Les grands concerts que propose maintenant et heureusement, comment dirais-je, le Zénith relève de concerts commerciaux, je préviens ainsi. Bien entendu, je ne critique pas les artistes et je ne dis pas qu'ils ne font pas partie du monde de la culture, mais ce n'est pas l'action culturelle, entre guillemets, profonde que l'on peut mener sur la vie.
Donc je ne comprends pas très bien pourquoi vous pensez que le fait d'avoir une structure qui gère mieux ces deux gros établissements, et je reconnais qu'ils sont importants à Toulon parce qu'on n'a pas énormément de lieux de spectacle, pourquoi vous avez l'impression qu'ils vont tous vous manger? J'avoue que je ne comprends pas. Voilà. Si je peux répondre, il ne s'agit pas seulement de deux lieux, mais il s'agit de plus en plus d'événements et de manifestations, puisqu'il y a des conventions qui sont signées depuis 2022. Il y en a eu 6, donc il y a eu une extension, on va dire, du champ d'intervention de cette société. Donc, ma question porte sur les équilibres et sur les concertations éventuelles ou les arbitrages qui peuvent permettre à chaque lieu d'exister, parce que, Monsieur Tanguy, les concerts, c'est de la culture, c'est de la pop culture, mais c'est de la culture. Il y a des cultures, il n'y a pas une grande culture et une sous-culture, et une culture pour les uns et pas pour les autres. Donc, toutes ces pratiques et ces expressions culturelles, il faut qu'elles puissent chacune vivre, et ma question était une question sur l'harmonisation, la concertation. Deuxième question, vous n'avez pas répondu, Madame Massy. Je reconnais tout à fait que le travail conduit au niveau de Sainte-Mus a été une belle expérience, et je souhaite, et vous l'avez évoqué aussi, qu'il soit élargi. Mais ma question portait sur les artistes toulonnais et leurs demandes en termes de lieu de travail et d'expression. Avez-vous avancé sur cette question? Quelle réponse leur apporteriez-vous? Alors oui, j'ai avancé puisque j'ai reçu le collectif culture, et je voulais quand même vous dire qu'aux associations culturelles, la ville donne 1 million d'euros chaque année. Et pas comme certains qui envisagent des coupes budgétaires sur la culture. Nous, on reste constant, on aura toujours 1 million. Après les lieux, oui, on discute. Oui, c'est vrai, on y est. J'ai reçu le collectif de culture de Toulon, j'ai reçu pas que Robert Albert Lucie de la SPL, bien entendu. Oui, je voulais juste dire que la SPL, c'est une société publique locale qui a 2 actionnaires, la ville et la métropole, et qui agit sur commande de la ville et de la métropole, et qui agit en totale concertation comme un outil extérieur que peut être l'opéra ou que peut être le Théâtre Liberté, avec les autres outils culturels du territoire, et avec les services de la ville et de la métropole, bien évidemment. Et n'opposons pas les cultures. Qui plus est, on se tourne de plus en plus vers les quartiers, puisqu'en effet, le festival du jazz sera dans les places et dans les quartiers. Geneviève. Oui, je voudrais quand même, je ne peux pas laisser dire que les quartiers au niveau culturel sont abandonnés. Il y a, et notamment par des associations qui sont strictement locales. Il y a chaque semaine, chaque week-end, des actions culturelles qui sont menées aussi bien à l'est qu'à l'ouest, en associant complètement les habitants des quartiers. Ils sont aidés, ces associations sont aidées dans le cadre de la politique de la ville, avec véritablement un maillage à la fois vis-à-vis des habitants, mais aussi des intervenants. Hélène ? Merci Madame le maire. Oui, il faut ne pas oublier, vous ne le savez peut-être pas, que dès 2016, au cœur de la ville de Toulon, nous avons demandé à des associations dans le domaine culturel de s'installer et d'aider la ville justement à faire travailler les artistes locaux, les artistes internationaux. Il s'agit de la petite association de Vétaxu, Place du Globe, il s'agit du Port des Créateurs, vers lequel je pense aujourd'hui tous ces associations et ces artistes que Madame le maire a reçus devraient se tourner. Parce que la mission que la ville leur a confiée, c'est cette mission-là, aider les structures locales à se développer, à se créer, à s'inventer. Et donc, Madame le maire, est-ce qu'on peut connaître la réponse à ma question, finalement? Est-ce que vous leur avez proposé un lieu à ces artistes? D'abord, je vais voir avec vous. Vous connaissez ma façon de fonctionner. Je les écoute, je concerne, je discute avec eux, et après je décide. Donc, pas de réponse à ce jour. Monsieur Navarra, la culture, ça me... Je vous remercie, plutôt même d'ailleurs l'événementiel, hein, si je suis bien la structure, parce que c'est effectivement sur la question de la SPL qui organise un certain nombre de grands événements, d'ailleurs très multiculturels.
de Maître Gims à Chantal Goya, c'est vrai qu'il y a une diversité qui d'ailleurs plaît, puisque c'est effectivement une forme de renouveau du Zénith que nous appelions de nos voeux, et sur le renouveau sur lequel la SPL agit de manière positive. En revanche, c'est une question que j'avais posée en commission, et je me permets de, même si je remercie de la réponse qui m'a été fournie, juste de rappeler dans les équilibres financiers le fait que la SPL Toulon-Provence Métropole événementielle, pardonnez-moi, je m'embrouille tout seul avec les chiffres, et donc je pense à autre chose, est déficitaire en 2 ans de plus d'1 million d'euros. Ce déficit a une part d'explication, d'ailleurs qui m'a été apportée, mais relève aussi d'une forme de notre part de prudence. Parce que s'il est à noter qu'il y a effectivement le renouveau sur cette partie événementielle du Zénith, le Palais des Congrès, le Palais Neptune a un fonctionnement plus courant, il y a toujours eu beaucoup d'activités liées au Congrès, parfois à d'autres types de réunions dans le Palais Neptune. C'est vrai qu'il y a une programmation beaucoup plus dynamique sur la partie Zénith, y compris d'ailleurs sur ce qui a été innové cet été sur la partie extérieure, les concerts en plein air sur l'esplanade du Zénith. Mais voilà, ce déficit de plus d'1 million d'euros en 2 ans appelle de notre part une réserve, une prudence. Je sais qu'elle elle ne vous est pas non plus étrangère, et donc nous attendrons au bilan de l'année 2024 qui se clôture, de voir si on peut consolider de manière plus favorable le bilan de la structure que nous portons, parce que c'est une structure non pas d'ailleurs para-municipale, mais para-municipale et métropolitaine, et donc le déficit, en fait, c'est nous qui l'assumons, et c'est l'argent aussi des Toulonnais, mais je sais que vous n'êtes pas sourds à ce sujet-là pour autant. Je vous remercie. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Pardonnez-moi, juste pour bien expliquer le vote, on prend acte de la présentation des rapports, nous, simplement. D'accord. La délibération suivante nous amène à voter sur l'adhésion de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume à la SPL Méditerranée. Lorsqu'il y a une nouvelle adhésion, chaque conseil municipal doit se prononcer. Madame le maire, mes chers collègues, bis ou même... oui, c'est ça. Cette structure, on a voulu en sortir il y a quelques années, ça nous a été exposé, les motifs, on a pu en débattre, et puis au fur et à mesure des années, on voyait apparaître un certain nombre d'adhésions, donc de parts qui étaient attribuées aux nouveaux entrants dans la structure, et jamais la ville de Toulon n'avait vendu quelques-unes de ces parts. L'explication était que la ville essaye de vendre en totalité, sans vouloir faire d'effet de manche. Je trouvais qu'il était plutôt de bonne aloi de commencer par vendre un petit peu. Et là, aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on acte, et on va être favorable à l'adhésion, une adhésion qui représente la moitié de nos parts. Si on avait commencé un petit peu à négocier avec la direction de cette SPLM qui s'occupe de l'aménagement d'une partie des communes d'ailleurs de notre environnement proche, même jusqu'en Corse, je trouve qu'on a manqué un peu d'ambition, parce qu'aujourd'hui, clairement, on aurait pu à la fois nous présenter les bilans d'une structure à laquelle on n'a plus recours, puisqu'on a tout transmis à VAD par esprit à la fois de simplicité et de cohérence par rapport aux aménagements globaux, peu importe d'ailleurs ce qu'on peut penser de VAD. Mais vous voyez, enfin, si on avait commencé à vendre un petit peu, aujourd'hui, on n'en serait plus à venir délibérer sur une structure à laquelle nous devons participer toujours, assez inutilement, puisque nous n'y avons plus recours. Et on partage d'ailleurs les risques d'une structure dont en soi on se désintéresse, ce qui ne nous rassure pas pour l'avenir. Vous voyez, si on avait commencé un petit peu, aujourd'hui on pourrait acter sûrement la fin des ventes de nos parts. Nous le déplorons. Peut-être qu'il eût fallu nous écouter au moins sur cette fois-ci. Écoutez, ils m'ont servi sur un plateau. Pour la communauté de communes de Sainte-Baume, ils ont traité directement avec la commune de Signes. Mais par contre, j'ai le plaisir de vous confirmer que la SPLR a reçu 2 demandes et la ville de Toulon va vendre 50% de ses actions. En effet, la première concerne Carcès. Carcès va donc
acquérir 5% des actions et la commune de La Valette, en effet. Toulon n'a pas été consulté alors. Ce qui fait que sur les 120 que nous aurons, je passerai à la délibération au prochain conseil municipal. Ils ont traité directement sans l'avoir pas. Qui pour... J'ajouterai un petit détail qui nous a été précisé par les responsables de la SPL en question, c'est que la vente de la moitié de nos actions représentera l'intégralité de notre mise de fonds initiale. Soit 90 000 euros. Pour une fois, vous annoncez donc qu'on va être bon vendeur. Ah non, on est toujours bon. Sur certaines ventes, on récupère un peu, mais sur certaines, on récupère toute la perte qu'on a et largement. Faites le total. J'ai écouté l'ordonnance du docteur de Palin, elle n'était pas de cet acabit. J'ai plus confiance dans ces chiffres, qui étaient intéressants d'ailleurs dans la synthèse. On les connaît, les ordonnances du docteur de Palin. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient. La délibération est adoptée. On continue. Nous prenons acte de l'acquisition par le crédit municipal du bâtiment de son nouveau siège. Attendez, il faut faire sortir Monsieur Moreno, Monsieur Lebert, Madame Biza, Monsieur Tanguy, Madame Véran-Masson qui sortent. Oui, donc nous prenons acte de l'acquisition par le crédit municipal du bâtiment de son nouveau siège. C'est une solution intéressante dans la mesure où elle permettra à terme des économies. Puisqu'aujourd'hui, le crédit municipal a un loyer de 150 000 euros par an et 50 000 euros de charges annuelles. En réalisant cette acquisition, à terme, il fera des économies. Qui est pour? S'abstient. Je comprends pas. La délibération est annoncée et nos collègues peuvent rentrer. C'est vrai qu'il y a un acte dans le truc. Aussi la fouille. Tu fais n'importe quoi. On comprend rien. On a tout fait de Bien, la délibération suivante, il vous est proposé de résilier la convention d'occupation pour le lot de restaurant E des plages du Morillon. Bon, vous le savez, lorsque les attributions des restaurants du Morillon ont été faites, l'une d'entre elles a défrayé la chronique puisque le candidat avait récupéré 3 restaurants. À ce jour, un des restaurants fonctionne, le second est en travaux, le troisième il ne s'est rien passé et sur les garanties financières, il y avait des insuffisances et c'est pour ça que j'ai reçu avec les services la personne en question et différentes conditions de résiliation étant réunies, il vous est proposé d'en tirer les conséquences. Donc il y avait bien un problème. Vous voulez parler? Oui. Juste une question parce que je voudrais comprendre, M. Cavana. Ces questions ne sont pas traitées à la commission d'appel d'offres? Non. La commission d'appel d'offres gère les marchés publics. Ici, on est dans le cadre, à l'origine, d'une procédure de délégation de service public. Cette procédure de délégation de service public est imposée par le fait qu'il y a des lots de plage. Or, très curieusement, les lots de plage, l'attribution des lots de plage relève de la procédure de délégation de service public. L'attribution des restaurants relève d'une simple procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Pour des raisons pratiques, on regroupe les deux procédures et on est donc obligé d'utiliser la plus lourde de ces deux procédures, qui est celle de délégation de service public. Oui, ça veut dire que quand nous avons voté sans savoir quoi. Sans savoir quoi? Sans savoir s'il y avait les garanties financières.
Oui, forcément. Forcément. C'est pas grave, hein. Encore un truc qui passe. Hein. Eh bien non, puisque non. Eh oui, Une nouvelle demande de garantie financière a été faite au lendemain du contentieux qui a opposé cette personne au titulaire initial dans la mesure où il avait changé les structures de sa société. Je comprends bien le genre de difficultés que l'on rencontre dans ce genre de mécanisme. Entendu, monsieur. Mais quand vous amenez une délibération au conseil municipal, est-ce qu'on peut avoir la garantie que toutes les garanties ont été prises? Parce que si on vote une délégation de service public ou l'adjudication d'un lot sur la plage, ben, il vaut mieux avoir toutes les garanties, toutes les informations et toutes les données avant de le voter, monsieur Cavana. Donc voilà, c'est histoire de ne pas être surpris la prochaine fois, quoi. J'ajouterai qu'au-delà de l'aspect financier, il y a l'obligation, dans le cadre de cette convention, de mettre en œuvre les travaux et d'exploiter dans un délai de 2 mois, ce qui n'a pas été fait. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il est pour. Il est contre. Il s'abstient. La délibération est adoptée. On continue justement avec la proratisation de la part variable de la redevance du chiffre d'affaires sur les restaurants de plage. Oui, nous restons au Morillon. Alors effectivement, la procédure ayant été rallongée, la plupart des attributions ont été faites en avril-mai. D'autres attributions ont été faites fin juin, début juillet, parce qu'elles ont été ralenties par les contentieux générés par la procédure. Et c'est la raison pour laquelle, alors même d'ailleurs que les textes ne nous l'imposeraient pas, pour des motifs d'équité, nous proposons de proratiser la redevance qui est due par les exploitants. Il faut savoir que le montant de la redevance est de 605 197 pour la comparer à celle de 23 qui était pour en année pleine qui était de 363 000 €. Je vous signale que la redevance de l'année d'après, sans proratisation, atteindra 1,1 million. Si le chiffre. La délibération est adoptée. On continue avec le groupement de commandes. C'est cette proratisation. Oui, il s'agit d'un groupement de commandes comme on le fait bien souvent à la métropole. Il s'agit de la gestion des armoires de commandes des feux de sport. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Toujours en groupement de commandes. Oui, c'est un marché pour les travaux d'entretien des ouvrages maritimes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Et on arrive à la composition de la commission des vœux. Une délibération qui sera chère à M. Dubéda. Il s'agit de la création de la commission des vœux pour examiner le vœu transmis lors du dernier conseil municipal. Commission dont la réunion est prévue le 16 janvier à 15h. 2025, pas 2026. Hein. 2025. Bien sûr. Qui est pour? Oui. Nous nous réjouissons bien entendu de la création de cette commission, Madame le maire. Mais je ne peux pas m'empêcher de citer un ancien sénateur du Var, qui était un fervent défenseur de l'école laïque, Georges Clemenceau. Quand on veut enterrer une décision, on crée une commission. Outre le fait que nous n'avons pas la même lecture du code des collectivités locales, nous ne pouvons nous empêcher de penser que de conseil municipal en conseil municipal, le vœu que nous avons présenté sera peut-être utile pour le budget 2026, pas pour le budget 2025. Nous pensons que les crises politiques ne sont pas terminées, et comme ce n'est pas à Pau que nous réglerons un quelconque problème, nous aurons beaucoup de vœux à réaliser jusqu'en 2026, et pas que des vœux de nouvelle année. Nous souhaitons donc que cette commission soit pérenne et puisse traiter les vœux à venir sans perdre du temps. Pouvez-vous nous assurer que cette commission sera pérenne, Madame le maire? Elle est pour ce vœu. Mais si on tire la logique de ce qu'a dit Clemenceau que vous avez cité, elle ne tente pas à créer. Ah oui, c'est une technique de démocratie. Vous êtes en train de me dire qu'à chaque fois qu'il y aura un vœu ou une motion,
contrairement à ce que dit le Code des collectivités territoriales, il faudra voter pour créer une commission qui elle-même traitera le vœu après. Eh ben, si ça c'est pas enterré un problème, alors là, chapeau. Hein. C'est pas ça que dit là, le Code des collectivités. Monsieur Navarre. Est-ce que vous m'autorisez à vous raconter l'avenir? Nous sommes... Non mais pardonnez-moi, nous sommes le 16 janvier. Robert Cavana... Madame le maire, s'il vous plaît, non, pardonnez-moi. On a une délibération importante sur un sujet important. Je vous demande de me laisser vous parler 2 minutes de ce sujet-là. Robert Cavana, le 16 janvier, organise et réunit la commission des vœux. Et à cette commission des vœux déterminera que ce vœu n'est pas recevable. Donc ce vœu ne sera jamais présenté en conseil municipal et c'est la manière dont la majorité municipale déterminera ce qui est possible ou non de présenter. En fait, c'est empêcher l'opposition toute possibilité de présenter un vœu en conseil municipal. C'est exactement ce qui est fait et ce qui sera fait le 16 janvier, je l'annonce. Respecter les interventions logiques. Mais c'est pas vous qui fait. Mais vous n'avez pas. Si vous voulez jouer là-dessus, et vous irez au tribunal administratif, Madame le maire. Donc ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Madame le maire, il s'agit de la désaffectation. Merci. Est-ce que je peux poser une question à Monsieur Cavana? Où dans le Code des collectivités est-il noté, pardon, je pose une question sur sa réponse, qu'il faut faire une commission à chaque fois qu'on dépose un vœu? Où trouvez-vous cette information? Parce que nous avons regardé avec attention ce Code des collectivités, Monsieur Navarro. Monsieur Cavana, pardon. Je vous prie de m'excuser. Pas non plus. Vous m'auriez posé la question, je vous aurais répondu rapidement, vous auriez eu invité à chercher, il n'est pas dans le Code des collectivités locales. Vous n'êtes pas dans le Code des collectivités locales. On est dans le Code général des collectivités territoriales impose aux communes de plus de 3500 habitants de faire un règlement intérieur du conseil municipal. C'est dans le règlement intérieur du conseil municipal que cette disposition a été intégrée et comme vous le dites vous-même, cette disposition n'existe pas dans le Code général des collectivités territoriales. Si, mais pas avec la règle que vous évoquez. Elle existe. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ah ben je vous donnerai le texte, Monsieur Cavana. C'est gentil. Voilà. On passe donc à la parole à Geneviève Lévy. La délibération sur les propriétés foncières. En fait, il vous est proposé une régularisation d'une situation existante qui, par la suite de l'aménagement de la ZAC Mayol, avait resté propriétaire d'une petite parcelle de 57 m² située au nord de la copropriété de la Marseillaise. Avec l'accord de la ville, les copropriétaires ont aménagé la parcelle et l'ont clôturée pour en faire un parking. Ils souhaitent l'acquérir pour régulariser la situation et pour cela, ils constituent une SCI. Puisque évidemment, comme tous les copropriétaires n'ont pas de parking, c'est uniquement ceux qui utiliseront ce lieu. Le prix proposé de 11 000 € est conforme à l'estimation domaniale. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Allez, la visitation. Oui, alors là en fait c'est une session après déclassement à la session d'un lot de volume de 23 m² à la visitation qui permettra la fermeture du passage et la création d'un local à ordures. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. 2203. La commune de Toulon a acquis diverses parcelles de terrain appartenant à l'État, 6 boulevard des Sexes, avenue du Nant et avenue François Cousin, afin d'édifier exclusivement une voie de circulation, un espace vert et un groupe scolaire. Lors de l'acquisition de la parcelle, une clause particulière dans l'acte authentique indiquait qu'en cas de changement d'affectation de la parcelle, celle-ci devait retourner gratuitement à l'État. Afin de céder cette petite parcelle à la société hôpital privé Toulon et Guerre Saint-Jean, la commune a saisi l'État afin qu'il renonce à cette clause. Et la direction départementale des finances publiques a répondu favorablement à notre demande et a valorisé cette financiation à un montant
de 2 470 000 euros pour en fait minoré de 10%, soit un montant de 2 223 euros. 2 223 pardon. Madame Brunel. Oui. Merci, Madame le maire. Je vais évoquer cette délibération et la suivante puisqu'elle s'articule. Cette délibération s'intègre dans un vaste projet qui ne se limite pas à la seule surface sur laquelle, là, nous portons notre attention. Plusieurs questions se posent. Tout d'abord, celle de la destination de ces terrains. Avons-nous la certitude, un engagement de la clinique Sainte-Marguerite à rester sur le quartier de Saint-Jean-du-Var, puisque visiblement la proposition de regroupement de cliniques sur l'Accro est toujours d'actualité. D'autre part, cette extension permettra-t-elle une médecine de proximité, celle dont a besoin le quartier, où peu à peu le départ des médecins généralistes à la retraite accentue les besoins, qui sont aussi des besoins d'autres médecines de proximité? Est-ce donc bien pour développer une médecine de proximité dans ce quartier vieillissant et à la population modeste que sont destinées les surfaces dont il est question aujourd'hui? Parce que c'est véritablement là, en fait, le problème de santé publique dont une collectivité peut se prendre en charge, et c'est ce problème-là que nous avons à résoudre par l'extension d'une médecine privée. Enfin, dans la parcelle a été évaluée pour un montant de 2 470 000 euros et dans la prochaine délibération, elle est vendue pour un montant de 2 200 000 euros, soit 270 000 euros de moins. Qu'est-ce qui justifie un tel cadeau à une entreprise privée dans un moment où chaque sous-compte et où, vous le disiez tout à l'heure, notre budget est extrêmement contraint? Cela paraît difficilement explicable aux Toulonnais. Mais la délibération dont nous traitons s'inscrit plus largement dans l'aménagement d'un projet d'école sur le lieu du parc Raoux, ce qui ne nous paraît pas être une bonne solution. Sur le plan écologique, vont être détruites 2 écoles, reconstruit un bâtiment scolaire important. Un parc va être réduit et abîmé, lui qui contient des arbres centenaires et qui est le seul poumon de nature dans un quartier qui est extrêmement dense. Cela a un coût sur le plan économique, sur le plan écologique et puis aussi sur le plan des transports, parce que ça va rajouter des éléments de circulation dans un quartier déjà saturé. Je termine par le plan démocratique. Vous avez reçu en mairie une pétition de 6 000 signataires qui est la preuve de l'attachement des habitants du quartier à ce parc et la preuve de leurs inquiétudes. N'y a-t-il pas là toutes les raisons pour faire une pause sur le projet, de consulter, de concerter et d'envisager, il en est encore temps, d'autres solutions avec les habitants? Alors, non, on ne fera pas de pause. Je peux vous assurer en effet l'engagement puisque nous avons passé sur le terre et nous avons confirmé l'achat du terrain. Alors, c'est pour un établissement, en effet, qui est de la médecine publique, pas de privée. Donc, oui, ça va se faire. Non, il n'est plus question de faire l'hôpital privé à l'Accro. Je ne pense pas que Toulon puisse se passer de 2 cliniques, puisque le projet sur l'Accro était de fermer les 2 cliniques de Toulon plus celle de Hyères et de regrouper tout ça sur un hôpital privé à l'Accro. Le projet est fini. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Christian Simon. On a acté le fait qu'en effet, il n'y aurait pas d'hôpital privé et on conserverait à la fois l'hôpital sur Saint-Jean, voilà, et la clinique sur l'île. Le prix, de toute façon, cet argent ne revient pas à la ville, il repart à l'État, c'est des terrains de l'État. Et alors, c'est des biens publics, c'est de l'argent public en fait. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas le budget de la commune. Mais qui fixe le prix? C'est le budget de l'État. Donc en effet, cet argent va revenir à l'État. Quant au groupe scolaire, alors sur le parc Raoux, c'est une partie du parc Raoux, déjà. Et quant à la pétition des 6 000, regardez-la bien cette pétition, plus de 60% des gens n'habitent pas, ceux qui ont signé. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 40% de Toulonnais. Exactement, il y a 500 Toulonnais sur les 6 000. Quant au collectif, j'ai reçu un collectif des habitants qui sont autour du parc Raoult, qui ont convenu que
ça pouvait se faire et qu'il fallait faire attention à ce que ça soit un groupe scolaire, plutôt écologie. L'abattage des arbres, pas du tout. À la place de l'école maternelle de la Pinède sera un parc où on fera un pédibus pour que les enfants de Sainte-Catherine puissent aller à l'école. Quand tu as trouvé un autre lieu, je vous invite à me le dire et à regarder pour que les enfants n'aillent pas trop loin. Parce que vous imaginez bien qu'avant de décider et de voir avec eux pour faire le groupe scolaire à cet endroit-là, on les a consultés. On a consulté les enseignants, on a consulté les parents. On ne pouvait pas. Alors en fait, je vous invite à regarder la carte et à me dire où on peut le faire. Et en plus, au niveau du parc, on vient d'agrandir de 4000 m² le pré-sans bain. Alors, question l'espace vert. Quant à la consultation pour les écoles, Eric, on est en train de faire un AMO où il y aura encore la consultation. On est au tout début du projet, hein, donc là on va être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage. L'assistant à maîtrise d'ouvrage va nous aider à construire un cahier des charges. Donc, après le fantasme collectif, on l'entend bien, chaque fois qu'on fait un projet, il y a une espèce d'émulation sur le sujet. Sachez qu'on a fait aussi un conseil de secteur, donc on a présenté aussi le sujet. Voilà, donc à ce stade-là, c'est difficile de dire ce qu'il y aura. Par contre, on sait ce que l'on veut, c'est-à-dire effectivement la préservation des espaces verts. Peut-être on aura obligation de construire différemment de ce qu'on fait par habitude, parce que effectivement, on a des arbres centenaires. Je ne pense pas qu'on va détruire des arbres centenaires. Donc, ça sera un projet qui sera à la fois excitant, un peu compliqué, mais je pense plutôt excitant pour la ville parce qu'elle va relever un défi qu'on n'a pas souvent l'habitude de relever. Donc je pense qu'on est engagé dans cette démarche-là en tous les cas. Et avec, en tous les cas, dans les AMO, aujourd'hui, systématiquement, le premier volet, c'est la concertation à la fois interne, mais aussi externe, qu'on demande à nos équipes de maîtrise d'œuvre qui nous accompagnent, les ouvrages qui nous accompagnent. Et sachez qu'on, sous la pression de Madame le maire, on aura cette consultation et cette concertation avec les habitants du quartier, les CIF, tous ceux qui regroupent l'action publique et les acteurs publics. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la deuxième, c'est l'acceptation en effet de l'offre d'achat de la société Hôpital Privé à Toulon pour un montant de 2 200 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, avec Enedis. Oui, j'ai la signature d'une convention de servitude avec Enedis pour le passage de câbles basse tension, câbles souterrains, dans une parcelle 626 de Jean-Baptiste Bouzy pour une somme conforme à l'évaluation domaniale de 325 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Yann. Madame le maire, mes chers collègues, la prochaine délibération concerne la mise à jour du règlement intérieur des médiathèques de la ville de Toulon. C'est vraiment une mise à jour régulière, la dernière datant du mois de novembre 2023. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Les deux suivantes concernent les approbations de chartes, toujours concernant les médiathèques. La première charte, c'est ce qu'on a appelé la charte de l'action culturelle pour le réseau des médiathèques, parce que mon médiathèque, de façon à ce que tous, que ce soit ceux qui travaillent dans la médiathèque, les lecteurs, le public, puissent savoir quels sont les grands principes qui régissent l'organisation de l'action culturelle dans ces lieux, et donc qui se traduit par la rédaction d'une charte que vous avez. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et la deuxième charte, qui est donc la délibération suivante, c'est celle concernant les acquisitions documentaires, de la même façon pour pouvoir informer tous les gens concernés et intéressés de la politique d'acquisition. C'est un enjeu fort, hein, parce que c'est quand même des grosses sommes. Comment fait-on pour rendre cohérents les fonds patrimoniaux que nous avons dans les médiathèques, dont certains remontent à 1792 et puis les acquisitions que nous faisons chaque année pour se mettre dans l'actualité littéraire ou
cette charte également été médiatisée. Monsieur Laval. Oui, nous y serons favorables. Vous savez, pour l'emportement tout à l'heure, ce matin, il y avait l'alerte météo des fortes rafales. Il y en a eu une, mais une seule en conseil municipal, c'est promis, Madame le maire. Nous y serons favorables, d'autant que on lisait avec grand intérêt, au-delà des questions documentaires, du potentiel projet Cours de Nice sur peut-être une partie archives et documentaire municipale. Et donc c'est vrai que dans cet ensemble, le fait d'adopter aussi une charte liée à la documentation dans nos médiathèques est une excellente chose. Et juste une question sur une question d'acquisition, sauf erreur de ma part, on s'en réjouit beaucoup et bravo pour ce beaucoup, mais est-ce qu'on passera en conseil municipal l'achat du tableau Cordouan qui a été installé au musée de la ville et acheté aux enchères? On a déjà passé. Ça fait partie du fonds. D'accord. Non, on la passera pas. On la passera pas parce que chaque année, la culture a un fonds pour acheter. Voilà. Et c'est dans cette dotation que ça passera. Donc acheter le Cordouan et 400 aquarelles aussi. Ce qui est bien. Je vous invite à aller visiter. Bravo. Je vous invite à aller visiter l'exposition. C'est magnifique. Accessoirement, ces objets étaient déposés auprès du musée de Toulon et non pas auprès des médiathèques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Laurent. Merci Madame le maire. Cette remise est pas redevable. 2 en fourrière et même pour financer le poste de stationnement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Toujours Laurent. Il s'agit d'adopter les tarifs applicables au droit d'occupation du domaine public. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Dominique, la présentation du rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité. Alors, je vais essayer de vous faire un résumé de la présentation de ce rapport annuel 2023 de la commission communale d'accessibilité. Je ne reviens pas sur la loi de 2005 qui oblige notre commune à avoir cette commission qui regroupe des personnels municipaux, des représentants de la commune, des représentants des personnes handicapées, des personnes âgées, ainsi que des représentants des acteurs économiques et d'autres usagers de la ville. Cette commission s'est réunie le 18 octobre 2024 et a été donc reconnue utile et intéressante. Donc, si je vous résume ces travaux, la ville de Toulon est associée à la métropole chaque année plusieurs millions d'euros pour requalifier les voiries et les espaces publics, dont 150 000 euros par an spécifiquement dédiés à l'amélioration de l'accessibilité et 800 000 euros pour la mise en accessibilité des transports publics. En 2023, un certain nombre de requalifications de voies et de mise en accessibilité ont été réalisées sur l'ensemble du territoire toulonnais, de Saint-Bernard, de Papa, de Basile, de Roubaix. Et en 2023, nous avons donc 808 traversées accessibles, que ce soit les trottoirs ou les passages piétons, 1031 places de stationnement réservées PMR, 483 traversées piétonnes qui sont équipées de dispositifs sonores, 323 points d'arrêt de transport en commun sont accessibles, dont 9 points d'arrêt ont été rendus accessibles en 2023 et 100% du matériel roulant de transport en commun est accessible. Au niveau des établissements recevant du public, en 2017, la ville de Toulon s'est engagée à réaliser la mise en accessibilité de ces 240 établissements recevant du public selon un agenda d'accessibilité programmé à date de 9 ans avec 1,5 million d'euros de travaux par an. 3 ERP communaux ont été rendus accessibles et 15 ont bénéficié de travaux d'accessibilité en 2023, notamment au pôle famille, au gymnase du Port-Marchand, à la mairie de quartier du Mourillon ainsi qu'à l'église de Saint-Flavien. Également, les installations ouvertes au public, ce sont les jardins, en particulier l'extension de certains pré-sondés qui a été mise en accessibilité. Mais l'accessibilité ne se limite pas aux voiries et aux bâtiments. Nous avons de nombreuses actions en faveur de ces personnels handicapés, avec l'amélioration de l'accessibilité et du accès haut pour les personnes malentendantes. Nous rendons l'information accessible à un certain nombre de guides. Nous développons le service à domicile avec les formalités administratives qui sont réalisées à domicile. 400 personnes en ont bénéficié en 2023 pour refaire les cartes d'identité, passeports, etc. Nous avons formé des agents sur le handicap. 219 agents ont été formés. Nous participons chaque année au JOD. Nous améliorons l'inclusion par la culture avec l'organisation de médiation culturelle à destination des publics empêchés.
l'acquisition et la mise à disposition de documents à destination de personnes porteuses de handicap, livres en braille, en large vision, audio-disque, français, langue étrangère et audio, et création d'un fonds et mise en place d'un espace facile à lire à la médiathèque du Pont du Las. Enfin, nous accompagnons l'emploi des personnes en situation de handicap avec une convention que nous avons avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et adaptons les postes de travail pour accompagner à l'emploi ces personnels. Enfin, nous favorisons l'inclusion de la petite enfance à la jeunesse avec l'accueil d'enfants porteurs de handicap sur les temps périscolaires ou extrascolaires, développement également de l'inclusion par le sport avec l'accueil de clubs et d'associations pour les personnes handicapées dans nos équipements sportifs municipaux. Nous rendons les plages du Mourillon accessibles et nous favorisons l'inclusion par la mobilité. Enfin, nous soutenons la vie associative et incluons aussi ces personnes avec le tourisme, avec 1400 brochures tout non accessibles qui sont distribuées. Voilà. En résumé, le document est à votre disposition. Vous devez tout consulter. Qui est pour? Qui est contre? Vous êtes contre, monsieur? Non, non, pardon, on prend acte. Il faut quand même voter. Exactement, on lève la main pour dire qu'on prend acte. Monsieur Mahali. Oui, je vous remercie Madame le maire, mes chers collègues. L'association Habitat Humanisme projette la réalisation d'une opération de type acquisition-amélioration qui va porter sur un logement situé 48 avenue du 1er bataillon de Choc. Et donc, vous le savez, dans le cadre de sa dynamique de création et d'accompagnement de logements sociaux, la ville de Toulon accompagne financièrement les bailleurs sociaux, raison pour laquelle nous subventionnons cette opération à hauteur de 20 000 €. Pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Prorogation des délais de campagne de ravalement. Vous avez tout dit, il s'agit de la campagne 2019-2026 quartier des Halles et 2020-2022 quartier Saint-Jean, plus précisément au cours de la place Saint-Jean. Pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On continue. Il s'agit de l'attribution de subventions dans le cadre de la campagne de ravalement de façade obligatoire 2022-2025 pour un montant de 10 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On passe à la jeunesse, Valérie. Oui, merci Madame le maire. Il s'agit avec cette délibération d'attribuer des subventions de fonctionnement à 3 associations pour un montant global de 6 000 €. Nous avons l'association PROTAC que vous connaissez qui a mené une opération Palais des Sports ces derniers jours et qui a été une réussite. Et nous avons 2 nouvelles associations, la DAMAD, une association d'anciens maires et adjoints au maire qui nous ont proposé des activités en lien avec la citoyenneté. Nous y avons répondu favorablement. Et une nouvelle association, on parlait tout à l'heure de la culture, Cachot Fillot, qui nous propose de mener des actions intergénérationnelles, des jeunes et des moins jeunes, pour proposer une pièce de théâtre et les sensibiliser également à la culture par ce biais-là. Donc, bien sûr, nous y sommes très favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Un peu de sport, monsieur Donnet. Merci Madame le maire. Alors, cette délibération a pour objet l'attribution d'une subvention d'exploitation de compensation à l'association du Tennis Club Toulonnais dans le cadre du contrat de délégation de services publics pour la gestion du tennis de l'Ostalet, étant entendu que cette subvention concerne la période de prolongation du contrat, une durée de 4 mois de 1er décembre au 31 décembre 2024 pour un montant de 33 000 €. On verra derrière. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et la suivante, Madame le maire, la signature de la convention d'occupation temporaire du domaine public avec le Tennis Club Toulonnais et le changement de statut de cette occupation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'opération est adoptée. La prochaine délibération a pour objet la signature de la convention tripartite entre la ville, le comité départemental du Follet et le collège de la Marquesade en vue du financement par le ministère des Sports, de la vie associative pour l'utilisation des équipements de la ville par le collège de la Marquesade pour l'année 2024-2025, l'année scolaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eric.
Oui, Madame la maire, mes chers collègues, il s'agit d'une demande d'autorisation du barème d'urbanisme concernant des travaux que nous allons réaliser sur l'ancien site de Descours-et-Tabot, où se tient actuellement le garage. Nous allons intégrer dans cet espace la fourrière qui est aujourd'hui à Guillon. Donc ça nous permettra à la fois de faire des gains en termes de loyers à la fois à la Guillon et également à la Farlette, où nous louons un espace. Et toute la fourrière sera remontée en ce lieu. Et c'est aussi l'occasion d'optimiser nos bâtiments, puisqu'on a de l'espace dans ce bâtiment. Donc c'est une bonne chose. Et comme le dit ma collègue, c'est aussi de limiter les déplacements vers la Farlette, puisqu'on est au cœur de la ville. Et donc c'est important d'avoir cet outil en proximité immédiate, plutôt que d'avoir à faire des allers-retours à la Farlette. Et surtout faire des économies, puisque nous ne payons pas, nous payons plus la location du terrain. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Dernière délibération, c'est les élections et le recensement. C'est l'approbation des dispositions financières concernant le recensement de la population du 25, la modification de celle du 25 octobre, une dotation forfaitaire et complémentaire, elle s'est élevée à 35 000 €. Il est proposé que les agents recenseurs qui participent à l'enquête perçoivent une indemnité de 1,11 € par logement au lieu de 1 €. Au lieu de 1 €. On passe de 1,11 à 1, au lieu de 1, c'est 1. Qui est pour, qui est contre, la délibération est adoptée. Je voulais, avant de terminer, vous souhaiter joyeuses fêtes de fin d'année, un bon Noël, en espérant que la Varane n'ait pas d'autres rafales d'ici la fin de l'année. Merci.